Bienvenue à toutes les deux, en tout cas, et merci beaucoup d'avoir accepté avec plaisir cette invitation de webinaire que l'on fait dans le cadre des formations. Donc, ça fait vraiment plaisir. Spécial Alsace ce soir, avec deux grandes femmes. Donc, une grande vigneronne, Mélanie Pfister, donc à Dallenheim, dans le Bas-Rhin. On va essayer de comprendre un petit peu mieux aujourd'hui les terroirs justement alsaciens, notamment du Bas-Rhin. Et puis, Caroline Furstos, donc grande sommelière aussi, qui nous fait l'honneur d'être là. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Donc là, on va commencer le temps que tout le monde arrive tranquillement. Souvent, les gens arrivent un petit peu après 18h aussi, enfin sur le coup de 18h. Donc, pour annoncer aux participants aujourd'hui, ce n'est pas Franck qui anime, même si je porte son nom, le comte Franck Thomas. Il ne peut pas être ici, mais il pense à vous, il pense à nous et il nous embrasse chaleureusement. On attend que tout le monde arrive tranquillement. Vous avez un verre de vin devant vous ou pas finalement? Verre d'eau. On n'a même pas débouché les bouteilles. Je ne sais pas si Caroline, elle a un verre, un vin à nous présenter ce soir. Ok, bon écoutez, il est 18h, on va commencer tranquillement. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Caroline, tout va bien? J'avais un gros dalmatien qui allait me coller pendant une heure. Je l'ai mis un peu à l'écart. Comment il s'appelle? Le gros harper, le très gros harper. Mais il fait un peu de bruit, donc ça, je l'ai un peu éloigné. J'espère qu'on n'entendra pas trop. Je m'excuse d'avance. Si on entend des petits aboiements, c'est chez nous. Là. Bon, au moins, on sait ce que c'est. Alors, écoutez les filles, merci beaucoup d'être là toutes les deux. Donc, et surtout, merci à Caroline que j'avais contactée au début et qui nous a proposé d'accueillir également Mélanie. Donc, c'était une très bonne idée. Voilà, donc on est hyper contents. Merci Caroline. Ça ne pouvait être personne d'autre. Ouais, c'est très chouette. Donc, merci parce que j'ai eu l'occasion comme ça de discuter un petit peu avec Mélanie hier. Donc, c'était très intéressant. Et on a très envie, je pense que vous verrez qu'à la fin du webinaire, vous aurez tous envie de venir arpenter les vignes de Dallenheim pour en connaître davantage. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez d'abord envie de vous présenter peut-être, Caroline, peut-être votre parcours et rapidement, en une minute, un petit peu, voilà, pour nos participants qui ne sauraient peut-être pas, qui ne sont pas forcément du milieu du vin. Je vous rappelle, on a des participants qui sont de divers horizons. D'accord. Écoutez, moi, Caroline Furchos, je suis sommelière de formation alsacienne. Je suis à Colmar, la capitale des vins d'Alsace. Et donc, j'ai fait le lycée hôtelier à Strasbourg, enfin, Ilkirch, pour être plus précise, au sud de Strasbourg, où j'ai fait une mention sommellerie. Donc, c'était vraiment le parcours classique il y a une vingtaine d'années pour être sommelier. Puis ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans dans des restaurants étoilés en France et à l'étranger. J'écris pour la revue du vin de France depuis une dizaine d'années quand je suis venue travailler à Paris en 2008. Et depuis 5 ans, donc, j'ai créé un site internet qui s'appelle sommelierparticulier.com où on fait des sélections de vins sur mesure pour les particuliers. On fait aussi des cartes des vins pour des restaurants. Donc, on aura plein de bons conseils, j'imagine, ce soir. N'hésitez pas à vous poser vos questions à Caroline. N'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir, sans doute. Et Mélanie, alors, merci beaucoup. Donc. Merci à vous. Alors moi, je suis vigneronne, comme vous l'avez dit. Je suis vigneronne à Dallenheim. Ça, c'est le nord du vignoble alsacien. J'ai repris le domaine familial, à vrai dire. Je suis la 8e génération sur une petite exploitation d'une dizaine d'hectares, avec la particularité d'avoir des sols calcaires dans nos différents lieux-dits.
Et oui, parce que l'Alsace est connue pour la variété et la diversité de ses sols, hein. Caroline, j'imagine que vous pourrez nous l'expliquer davantage, mais c'est vrai que c'est très varié. Et donc, à Dallenheim, enfin, dans vos parcelles, c'est plutôt cet esprit-là. Tout à fait. Ok, bon, on va en revenir tout à l'heure. Grande question qu'on aime bien poser, nous, en webinaire et aux gens qu'on rencontre. C'est quoi pour vous un grand vin? Bah, pour moi, un grand vin, c'est un vin qui transmet une émotion et qui traverse le temps, qu'on peut garder plus de 10 ans, par exemple, en gardant une intensité d'émotion. C'est un vin qui va bien sûr évoluer avec le temps, mais qui va, 10 ans plus tard encore, nous véhiculer quelque chose, son histoire, le lieu d'où il provient aussi. Hmm. Un souvenir d'ailleurs d'un grand vin en Alsace. Bon, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, hein, mais peut-être récemment un grand vin qui vous a touché. Pour moi, il y en a énormément parce qu'il y a de très très grands vins en Alsace, mais c'est vrai que j'ai eu dans cette perspective de vieillissement qui n'est pas forcément toujours liée au vin blanc. On pense toujours que finalement les vins blancs vieillissent moins que les vins rouges. Alors il y a eu plusieurs études qui ont été menées par des scientifiques qui montrent que le vin blanc a aussi des polyphénols et des anthocyanes qui permettent au vin de vieillir. Il y a pas que le Riesling qui vieillit d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion d'aller à la confrérie Saint-Étienne. Donc ça, c'est pas très loin de Colmar. C'est en fait la confrérie qui a pour but de mettre en avant les vins d'Alsace, alors avec une belle oenothèque aussi. Et j'ai eu l'occasion de goûter des très vieux millésimes, notamment un Riesling 1921. Et là, c'est vraiment, voilà, le type de vin qu'on n'oublie pas parce que c'est une complexité d'arômes. Dès qu'on met le nez dedans, toutes les minutes, les arômes changent et nous apportent autre chose. Et c'est un petit bout d'histoire qu'on déguste, quoi. Donc, c'était vraiment assez impressionnant et c'était intéressant de voir. On a fait pas mal de décennies comme ça, dans les années 20, dans les années 40, ensuite dans les années 60, 70, 80. Et ça m'a permis aussi, cette dégustation, de bien comprendre l'évolution du vin d'Alsace de manière chronologique, avec cette période, comme tout le vignoble français, hein, qui a connu un petit peu plus la période, alors pas chez Mélanie, parce que chez toi, ça ne s'est pas passé comme ça, mais dans pas mal de vins qu'on a bu à la confrérie, il y avait cette période un peu plus chimique des années 70-80, avec voilà, les engrais qui sont amenés, avec la chimie qui est amenée en cave dans la vinification, et on le ressent dans la dégustation des vins. Et puis ensuite, ce qui est impressionnant, c'est de voir que dès le début des années 90, on a beaucoup de vignobles, de domaines qui sont passés en biodynamie. C'était quand même très précurseur en France, hein, parce que le premier domaine biodynamique en France, c'était plus tard. Et donc, on voit que dès les années 90, il y a eu comme un réveil de l'Alsace avec des transcriptions de terroirs beaucoup plus pointues, plus fines, plus profondes. Et donc, voilà, c'est parti de cette bouteille qui reste gravée dans ma mémoire. Et puis ensuite, on a eu cette expérience qui était assez enrichissante. Dans le genre émotion, j'imagine que oui, la cuvée de 1920, c'est ça? 21. 21. Oui. Donc, évidemment, pour l'émotion, on devait y être. Merci beaucoup pour cette expérience. Et Mélanie, alors votre définition du grand vin, elle est un peu similaire ou est-ce qu'il y a une petite variante tout de même? Non, tout à fait. Je rejoins Caroline. Cette notion de temps pour un grand vin, pour moi, elle est essentielle. Il n'y a pas de grand vin sans vieillissement prolongé et sans belle évolution. Et en ça, c'est vrai que les vins d'Alsace, on se rend compte, vieillissent très bien et pour beaucoup d'entre eux, sont à mettre dans cette catégorie des grands vins. Hmm. C'est vrai. Justement, si on parle de dégustation et de grandes émotions, c'est intéressant de partager des expériences, vous qui dégustez tous les jours ou quasiment. Comment vous dégustez, vous? Comment vous allez approcher un grand vin, justement? Ou même pas forcément un grand vin, mais un vin. Comment vous l'approchez? Comment vous le dégustez? Est-ce que vous avez vos petits Euh, trucs? Pas forcément. Alors, ça dépend vraiment du contexte parce que on va soit, par exemple, pour la revue Vin de France, je vais déguster quelques dizaines de vins à l'aveugle qui font partie d'une même appellation. Quand je vais au CIBA en Alsace, donc c'est le Comité interprofessionnel des vins d'Alsace, qui est là pour justement
faire la promotion des vins d'Alsace, qui se trouve à Colmar et qui regroupe, qui fait un appel à échantillons à tous les vignerons qui souhaitent participer à ces dégustations. Donc là, on va en général goûter par cépage, par millésime, voilà, par style de vin, que ce soit sec, demi-sec ou moelleux. Et donc là, à l'aveugle, on va essayer de trouver parmi les dizaines de vins qu'on a devant nous en une journée ceux qui auront pour nous le plus d'intérêt dans chaque catégorie. Ça, c'est une sorte de dégusté, mais après, il y a aussi pour moi le plus important, ces dégustations sont importantes pour on va dire, un petit peu dénicher des nouveaux domaines pour pouvoir en découvrir voilà, sans rester toujours dans les mêmes schémas. Mais pour moi, le plus important dans le monde du vin, presque, c'est le rapport humain. C'est la personne qui est derrière, le vigneron, la vigneronne, qui produit le vin derrière. Donc moi, partir à la rencontre de ces artisans du vin, enfin, des artisans ou pas, ça peut être des maisons de négoce, ça peut être aussi des caves coopératives. Je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui sont faites partout. Mais en tout cas, de partir à la rencontre des personnes, des gens qui produisent du vin, c'est très important. Et alors là, à ce moment-là, la dégustation change un petit peu parce que c'est vrai qu'on est un peu happé par l'histoire, le vigneron, etc. Donc on est dans son monde et dans son univers, et ça c'est vraiment passionnant. C'est pour ça que c'est hyper important. J'engage vraiment tout le monde à aller voir les vignerons. En tout cas, moi, c'est la partie que je préfère. Ah, bon, j'imagine que Mélanie ne dira pas le contraire. Bah oui, nous, on adore recevoir des gens au caveau. Et pour ça, l'Alsace a une route des vins qui est très fréquentée. C'est, je pense, toujours celle qui est la plus fréquentée en France. Et les caveaux alsaciens ont toujours été grands ouverts pour recevoir une clientèle particulière, professionnelle. Et c'est un plaisir de voir que des gens font des bornes pour venir nous voir. C'est une vraie satisfaction, c'est sûr. Mmh. C'est vrai. Et ça, je dois le souligner, c'est vrai que la route des vins d'Alsace, elle a plus de 60 ans. C'était la première route des vins à avoir été mise en place. C'est la plus fréquentée, c'est une des plus belles. Et effectivement, bon, l'Alsace, déjà, c'est une région qui est très colorée. Les maisons, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter la région, c'est une région qui, avec voilà, des maisons colorées, beaucoup de fleurs, beaucoup de verdure. C'est assez propre. Hein. C'est vrai qu'il y a la tradition le samedi matin, le dimanche matin, chacun balaye sur le trottoir devant chez soi pour que la rue soit bien propre. C'est très accueillant. Et effectivement, je pense, moi qui voyage quand même énormément, en France ou même dans le monde entier, c'est une des seules régions où vous allez avoir vraiment tous les domaines qui vont vous ouvrir les portes. Peut-être certains sur rendez-vous parce qu'ils n'ont pas forcément toujours la personne qui est là au caveau pour recevoir, mais en tout cas, pratiquement 90% du temps. Et c'est vraiment ce qui fait la spécificité de la région. C'est que vous pouvez aller même dans voilà, vous prenez les domaines les plus réputés d'Alsace, vous pouvez très bien aller chez les Falaires. Elle vous accueille, elle vous fait goûter des vins. Vous pouvez aller chez les Alberman, vous pouvez aller chez Ostertag, vous pouvez aller chez Zinkenrecht. À chaque fois, il y a des structures qui sont faites pour accueillir les gens et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas gagné. C'est pas partout le cas. Et je me rappelle la dernière fois que je suis venue chez toi, Mélanie, d'ailleurs, il y avait des clients allemands qui avaient leurs petites habitudes et qui étaient très, très contents de te voir. Du coup, tu me disais, bah, ça fait 20 ans qu'ils viennent chercher leur vin, donc ils connaissent toute la famille et puis ils demandent des nouvelles. Et voilà, c'est des clients qui sont là, ça devient un petit peu des connaissances, quoi, parce qu'ils viennent et puis c'est le contact humain, encore une fois, c'est ça qui est beau. Ouais, définitivement. C'est une clientèle qui, les vins leur plaisent, ils sont fidèles et ils adorent venir. L'Alsace, comme tu le disais, Caroline, c'est vraiment, il y fait bon boire, bon manger. Donc, ces clients étrangers viennent aussi avec plaisir pour toute l'ambiance générale que procure l'Alsace. Il y fait bon vivre aussi. Hein. C'est vrai que pour la route touristique des vacances, c'est agréable à faire. Il fait bon. Il n'y a pas trop de pluie parce que c'est vrai que l'Alsace et Colmar est réputée pour être une des villes les moins humides de France. Donc, Oui, tout à fait. c'est vrai, avec évidemment qui permet d'avoir ces si belles vignes. Il y a une question très, très jolie, je trouve, du raisin et des papilles qui dit, est-ce qu'un grand vin, c'est pas aussi celui que tu partages sur l'instant ou qui participe à la discussion sans que l'on parle de lui? C'est-à-dire, est-ce que quand on déguste un vin,
je pense, hein, j'essaie de lire entre les lignes, est-ce que quand on déguste un vin, il n'y aurait pas une énergie qui passe dedans et qui nous ferait discuter plus ou moins, par exemple? Je sais que vous avez des vins, Mélanie, vous parlez de vos vins qui représentent, tu vois, quelque chose d'assez serein, par exemple, qui correspond bien au paysage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Cette notion de partage, elle est pour moi essentielle. Le vin, c'est un vecteur de partage et c'est vrai qu'avant, on parlait de comment on déguste, etc. Et le contexte, clairement, le contexte joue énormément. On est avec des amis, on ouvre une bouteille. Ça peut être un petit vin comme un grand vin. Cette notion de partage, elle sera toujours là. Après, dans le grand vin, je ne sais pas si ça doit faire oublier, si le vin doit se faire oublier ou pas. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais la notion de partage, en tout cas, ça, c'est évident, c'est la fonction du vin. Ouais. Ah ben, c'est vrai que là, on est tous d'accord en général. C'est ce qu'on dit souvent, sommelier et gens du vin, en fait, le vin, oui, on est passionné, on aime ça, mais en général, on aime surtout les humains qu'il y a autour et le partage et ces moments-là et aller rencontrer les vignerons. Donc, il y a une notion humaine qui est très, très marquée et très forte au-delà évidemment aussi du vin. C'est vrai. Bon, puisque ce soir, on est là pour discuter Alsace, ça va être compliqué parce que l'Alsace est très variée, mais comment on pourrait la décrire en un mot? Disons, alors Caroline nous a fait un petit feedback de ce qui s'est passé dans les années antérieures, les années 90, début de la biodynamie, etc., des vignerons emblématiques. En 2021, c'est quoi l'Alsace? En un mot, c'est très En difficile. un mot, c'est pas Un mot, possible. ok. En un mot, c'est un challenge. Une explication, une vision, Mélanie, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que l'Alsace, c'est en 2021, bah, c'est justement, l'Alsace a un très bel avenir devant elle parce que maintenant on a vraiment toutes les clés en main. Les vignerons sont conscients de leur potentiel, et ça ils l'étaient pas forcément il y a encore 20 ou 30 ans. Tous n'étaient pas conscients de la qualité de nos sols, de nos terroirs. Et je pense qu'en 2021, c'est ça, c'est que l'Alsace se réveille. Le titre du webinaire est bien choisi. Et ouais, je pense que c'est ça, l'Alsace à l'heure actuelle, justement, c'est une émulation. Il y a beaucoup de choses qui se font et tout ça pour montrer que l'Alsace est diverse. C'est vrai parce que finalement, l'Alsace, c'est quand même trois appellations. Bon, Alsace, Alsace Grand Cru, le Crément aussi. Mais finalement, donc ça a l'air assez finalement bon, simple à comprendre. Et puis finalement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de parcelles avec les fameux 51 Grands Crus. Donc on imagine la grande diversité de l'Alsace. Caroline, qu'est-ce que vous en dites, vous, de l'Alsace en 2021? Ouais, alors juste pour être plus exact, il y a plus que trois appellations. En fait, les 51 grands crus représentent à chacune d'elles une appellation maintenant. Donc ça veut dire qu'on a, comme en Bourgogne, tous les grands crus qui sont une appellation à part. Donc en Alsace, chacun des 51 grands crus représente une appellation. Après, c'est vrai qu'on a cette grande appellation Alsace où beaucoup de choses sont, se regroupent en fait dans le mot Alsace, puisque ça peut être du monocépage, ça peut être de l'assemblage, ça peut être de la confrontation, ça peut être voilà, des vins secs ou un peu moins secs. On a les mentions complémentaires, vendange tardive, sélection de grains nobles, donc là on sait que ce sont des vins moelleux. Et après les bulles, il faut dire aussi que les bulles, dès leur création en 1976, ça a été quand même un franc succès. Aujourd'hui, dans les 8 appellations créments en France qui existent, il y a les créments de Loire, Bordeaux, créments de Vie, créments voilà, Jura, Savoie, etc. Savoie, en Alsace, c'est l'appellation de crément la plus conséquente en termes de volume. Hein. C'est l'Alsace qui produit le plus de bulles en France. Donc, c'est vrai que après le champagne, le crément, c'est aussi quelque chose qu'il faut y compter. Et c'est vrai que moi, quand je fais goûter des créments en Alsace, notamment à côté de Colmar, il y a Franck Bûcher qui fait que ça, c'est la spécificité, c'est le seul domaine qui ne fait pas de vin tranquille et qui fait que des bulles avec un temps sur latte très long. Et il fait des cuvées magnifiques. Et j'ai des amateurs de champagne maintenant voilà, qui jurent plus qu'avec des cuvées, des grandes cuvées de créments alsaciennes. Voilà. Après, il y a aussi des créments qui sont faits plus pour, on va dire, le tout de
effectivement, pour être gentil, il y a voilà, des goûts voilà, qui sont un peu différents, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que voilà, on a quand même maintenant pris en compte cette notion de terroir spécifique. Chaque grand cru égale une appellation, puisque c'est un sol, un climat et une topologie différente. Donc, effectivement, pour résumer l'Alsace d'aujourd'hui, moi, je pense que il y a un côté vraiment épatant, parce que c'est un peu le côté surprise, et surtout quand les gens goûtent, c'est vraiment le seul juge de paix. Quand on goûte un bon vin d'Alsace, à chaque fois que je vais quelque part, j'amène une bouteille d'Alsace. Et d'ailleurs, il faudra que je vienne chez toi, Mélanie, pour prendre quelques pièces pour des petites réserves pour que je puisse piocher dans la cave. Et ensuite, je les distribue à tout, parce que je voyage beaucoup. Et là, à chaque fois, là, j'ai reçu hier encore, ça a mis tout le monde d'accord. C'est un Riesling sec de Villet, là, que j'avais laissé. C'est un vigneron qui faisait sa mise en bouteille dans les terrasses du Larzac. Il dit, pour la mise en bouteille, on a ouvert ça, c'était super. Voilà, c'était top. Et ça, c'est du jus de cas. Donc, c'est vraiment le côté, l'effet un peu surprise. Ah ouais, l'Alsace est capable de faire ça. Ah ouais, l'Alsace est capable de faire des grands crus aussi complexes. Ah ouais, en plus, c'est beaucoup moins cher que d'autres grands crus ailleurs en France. Donc, c'est un peu l'effet waouh, surprise, mais ça, on l'a que quand on a goûté, quoi. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas goûté, il y a aussi cette histoire des pinots noirs. Ah ouais, l'Alsace, c'est aussi capable de faire des pinots noirs, des trucs comme ça. Ouais. Donc, ce côté épatant, voilà, comme Mélanie l'a dit, là, les vignerons sont maintenant convaincus que ça y est, il y a cette tradition qui a été tendue, tout a été fait, et il y a eu ce cheminement qui a été fait. Et je pense que voilà, c'est l'aube d'un espèce de renouveau, mais il faut juste que les gens acceptent de goûter. Une fois que c'est goûté, c'est bon. À mon avis, Parce que c'est vrai que ça nous donne envie de goûter, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, enfin, je crois bien qu'on parlait de l'Alsace en disant je vais aller boire un Gewürztraminer, je vais aller boire un Riesling, etc. en termes de cépage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent vraiment des cuvées, un travail de cuvée, etc. Enfin, je parle dans l'esprit des consommateurs en France. Et aujourd'hui, on retrouve aussi cet esprit parcelle, cuvée, etc., où il y a vraiment une notion de lieu qui est mise en avant aussi. Disons qu'on est à la fois, les gens sont plus conscients de la variété des cépages déjà, parce que souvent l'Alsace était assimilée à des vins sucrés, et c'était souvent le Gewürz que les gens avaient en tête. Maintenant, ils sont conscients qu'il y a toute une panoplie de cépages, et puis la dimension terroir vient s'ajouter à ça, et c'est vrai que ça donne beaucoup plus de profondeur à nos vins. Exactement. Et justement, profondeur dans vos vins. Vous, au domaine, justement, dans votre domaine, à Dallenheim, donc qui est situé un petit à l'ouest de Strasbourg, c'est une vingtaine de kilomètres, c'est ça? Oui, pile à l'ouest. Pile à l'ouest. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Dallenheim? Donc, pour nous raconter un petit peu l'ambiance du domaine. Alors, le village en soi, c'est un petit village viticole, agricole et viticole, à vrai dire. Et c'est une notion qui est importante dans la mesure où, justement, cette cohabitation de champs, de céréales, de vergers et de vignes a toujours existé. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a encore cette diversité qui existe. Les vignes sont sur les coteaux, les plateaux, et dans la plaine, il n'y a pas de vignes. Dans la plaine, il y a des champs, des vergers, ce qui donne une dimension tout de suite un peu plus liée au terroir, justement. On n'est pas sur des vins qui grandissent sur des sols pas hyper intéressants. Les coteaux fournissent des sols plus intéressants. Et la particularité à Dallenheim, c'est qu'on est sur des collines qui sont un peu détachées du massif vosgien. Globalement, l'Alsace est vraiment sur le piémont des Vosges. On peut montrer la petite carte. Je ne sais pas, excusez-moi, en Alsace, c'est vrai que vous avez des superbes cartes en relief. Je sais pas si je peux vous la montrer. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on verra grand-chose. Je sais que ça peut être assez intéressant de le visualiser. Elles sont vraiment bien faites, ces cartes. Alors, nous voici dans le nord du vignoble. Strasbourg est ici. Vous avez le Rhin là, qui fait la frontière avec l'Allemagne, et les Vosges de ce côté-là. À l'ouest. Et Dallenheim, on est ici.
Et donc, vous voyez qu'on n'est pas directement scotché aux Vosges, on est quand même à distance respectable. Ce qui fait qu'on est sur des collines, je vais la reposer, hein. Ce qui fait qu'on est sur des collines qui sont moins raides que plus au sud. C'est des collines roulantes, peut-être un peu plus ventilées, évidemment, un peu moins protégées par les Vosges. Et cette notion-là apporte de la fraîcheur, plus le fait qu'on soit septentrionaux, forcément, ça structure les vins. Voilà, évidemment, d'avoir ce côté un petit peu plus frais, ventilé, etc., ça va un petit peu apporter structure. Le sol calcaire aussi, c'est vrai que souvent, ça apporte un peu de finesse, un petit côté un peu… comment vous décririez vos vins, vous, s'il y avait un style Pfister, par exemple? Un style Pfister. Le style, alors c'est sûr que les sols y contribuent beaucoup. Le sol que vous voyez, le mur que vous voyez derrière moi, c'est un mur que mes ancêtres ont bâti au XVIIe. Donc, c'est nos sols, c'est du pur calcaire. Et c'est sûr que ça donne des vins avec de la droiture, avec de l'élégance, mais de la structure. C'est des sols sédimentaires, on est sur des acidités qui sont présentes, des vins qui ont besoin de temps en général. Les vins de calcaire sont des vins qui s'expriment dans le temps. Et cette notion de temps dont on parlait avant en termes de grands vins, elle est présente très tôt sur nos vins de calcaire. Hmm. Exactement. Bah, d'ailleurs, justement, il y a des personnes qui parlent un petit peu il y a DJ Scanvion, donc en question, il parle, que pensez-vous de la DGS, donc la dégustation un peu géosensorielle. Je ne sais pas si vous… Voilà, la dégustation un petit peu par rapport au toucher de bouche. Est-ce qu'il y a des choses que vous remarquez par rapport à vos vins sur les touchés de bouche, par rapport à d'autres vins qui seraient sur d'autres sols? C'est évident que on est sur des textures différentes de vins de granit Ouais. sur granit, c'est des sols cristallins, on est sur des structures beaucoup plus fines et on a une texture en bouche qui est différente. Nous, le calcaire, on le sent, il y a une granulosité, il y a vraiment un toucher de bouche particulier au vin de calcaire. Ouais. Cette granulométrie un peu poudrée, parfois, je trouve ça vraiment d'une finesse et c'est très, très, très beau. Mm. Tout à fait. Caroline, un mot là-dessus, comment vous sentez la chose? Disons que c'est vrai que c'est vraiment l'Alsace, elle peut être lue par des portes très différentes, puisque effectivement, chez toi, Mélanie, c'est du calcaire, mais on peut trouver, on va dire, 13 unités géologiques, on va dire 13 grandes unités géologiques. Et après, il y a des sous-unités. Mais voilà, on peut avoir des calcaro gréso-volcaniques dans certains endroits, bon, un peu, mais voilà. Euh, et d'un grand cru à un autre, ou d'un lieu-dit à un autre, il y a des choses assez différentes. Et sur le même cépage, vinifié par le même vigneron, on peut avoir forcément, on parle de ces touchés de bouche, hein, vraiment pour ceux qui sont sensibles, bien sûr, des vins avec des structures un petit peu différentes, des profils un petit peu différents, même s'ils sont vinifiés de la même façon. Et il faut noter quand même que maintenant, les vins sont vinifiés de style de plus en plus sec. Ça, c'est aussi quelque chose de très important à noter. Parce que, alors il y a des petites exceptions, par exemple le millésime 2015 et un millésime avec un tout petit peu plus de rondeur, mais je pense que c'était voilà, un des derniers millésimes. Donc, 2015, pour voilà, les participants, c'est un millésime plus chaud, donc c'est ça, hein, et donc forcément, il y a eu un petit peu plus de rondeur ressentie, etc. C'était un millésime chaud, ouais, tout à fait. Je vais y répondre. C'était un millésime chaud. On en a connu d'autres après quand même, hein. 2015 n'a pas été le seul. C'est vrai que ces dernières années, on a plutôt cumulé les millésimes précoces, chauds et secs. Après, c'est 2015. Moi, par exemple, j'ai fait des vins secs, mais c'est vrai que la date de récolte devient un moment de plus en plus précis à choisir. Et il faut être très réactif pour trouver les bons équilibres. Bah, d'ailleurs, vous avez remarqué, vous, entre l'époque de votre père, lorsqu'il vendangeait, et aujourd'hui, concrètement, vous avez les dates ou qu'est-ce que ça donne? Mais je pense que mon père, en 40 ans, lui a vu la date de récolte avancer de bien 3-4 semaines. Ah Ce ouais, qui est pas négligeable. Ouais. ok.
Alors, il n'y a pas que le réchauffement qui rentre en ligne de compte. Il faut quand même mesurer les choses. Euh, les décrets d'appellation ont changé aussi. Les rendements, il faut savoir que début des années 80, les rendements étaient encore à 100, 110 ou 120 hectolitres à l'hectare. Donc forcément, plus de raisins, une concentration qui est un peu plus diluée. Donc, il y a eu une baisse de rendement aussi. Les techniques viticoles ont pas mal évolué, puisqu'à l'école, on apprenait à effeuiller, à baisser les rendements au max, etc. Toujours chercher plus de concentration. Et c'est vrai que ça aboutit à des vins, des raisins au départ qui mûrissent maintenant très facilement et globalement des vins qui sont plus charpentés. Et justement, vous, sur votre approche, comment vous travaillez un petit peu la vigne? Est-ce qu'il y a des évolutions que vous voyez évidemment, j'imagine que vous êtes toujours dans l'écoute, dans l'observation et pour faire bouger les choses. Comment vous le voyez? Quelles sont les nouvelles choses que vous mettez en place, par exemple, au domaine? Mon père, à ce niveau-là, avait une démarche assez pionnière dans On les peut le années rappeler d'ailleurs. 80. On Comment? on peut le rappeler et en parler d'ailleurs, c'est intéressant. Ouais, mais parce que actuellement, c'est une technique qui est justement très mise en avant c'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Donc, semer des engrais verts, essayer de protéger les sols. Parce que le problème de ces millésimes chauds et secs, c'est qu'il faut essayer de retenir l'eau, de baisser la température du sol et de conserver le maximum de fraîcheur et d'humidité dans nos sols. Et ça, pour ça, on sème différentes plantes dans les vignes qu'on essaye de conserver au maximum pour couvrir les sols. On les roule, on en fait un mulch. Il y a différents types de destruction pour ces plantes-là. Et ça, c'est une technique que mon père avait mise en place dès les années 80. Donc, à l'époque, évidemment, le côté excès de chaleur, c'était pas l'enjeu majeur. Mon père le faisait surtout pour donner de la vie au sol, parce que toutes ces plantes, forcément, amènent de la porosité, amènent de la matière organique, amènent une meilleure vie du sol. Et maintenant, ces engrais verts servent aussi, et un des enjeux maintenant, c'est protéger les sols. Et c'est comme ça que maintenant, c'est plus mis en avant. Mm. Donc ça, ce sont des techniques qui sont vraiment mises au goût du jour maintenant. Et puis, dans l'évolution viticole, forcément, on est obligé de s'adapter. Cette année, par exemple, on a eu un printemps hyper humide. Et là encore, on était content d'avoir ces plantes qui puissent absorber un peu l'eau. Et voilà. Donc, plein de biodiversité au domaine. Ça doit être joli de se balader, hein, dans les vignes. Oui, c'est chouette. Notre secteur est vraiment paisible. Les paysages sont variés. Comme je vous le disais, on a encore beaucoup d'autres cultures. On a conservé beaucoup de haies, de bosquets, d'arbres isolés. Et ça contribue vraiment à un microclimat hyper intéressant, à une faune auxiliaire aussi, qui est bien présente. Et ça, en termes de traitement insecticide, par exemple, ça nous évite d'en faire. Mm. Ok. Et donc, moi, alors là, je vois justement qu'il y a des petites questions qui arrivent. Donc là, c'est bien parce que les gens sont intéressés Tant mieux. par les On va propos. en faire un deuxième. Je le Comment? sens. On va en faire un deuxième, je le sens. Eh oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, oui, ça, c'est très bien. Bah, on est au deuxième déjà parce qu'on en avait fait un avec Romain Iltis il y a quelques mois. Voilà. Mais on est demandeur de l'Alsace, vous voyez. C'est super. Et justement, il y a eu pas mal de réactions sur à quand les grands crus sur les pinots noirs. Eh bien, à 2021. Ah, Eh oui. est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour apporter Oui, un petit peu ouais, tout à fait. C'est une demande qui a été faite depuis un certain temps au niveau de la section des grands crus. Les grands crus, donc Caroline expliquait, il y en a 51 qui ont tous leur appellation, mais il y a un fonctionnement quand même commun. Et cette demande de reconnaissance des pinots noirs en grands crus a été faite il y a quelques années. Et deux grands crus ont reçu la bénédiction pour pouvoir revendiquer le grand cru en pinot noir. C'est le Hengst et le Kirchberg de Bar.
Voilà. Ils sont à peu près situés où? Moi, je suis désolée, j'avoue que Alors, je ressors ma petite carte. Ah, superbe. Voilà. Bar, donc on est dans le Bas-Rhin, on est en centre-Alsace. Ouais. Et puis le Hengst, on est juste ici. Ah, génial. Donc, il y aura 2 climats bien distincts Tout à pour fait. justement valoriser. Très beau. D'ailleurs, vous avez une cuvée, vous aussi. Enfin, vous avez plusieurs cuvées en pinot noir. J'ai 3 cuvées différentes. Ouais. Ouais. Comment vous les abordez, ces pinots noirs, Parce que, alors, faut dire aussi que, Mélanie, vous avez travaillé chez Musée et puis aussi à Saint-Émilion. Donc, j'imagine que vous avez une approche du pinot noir, peut-être un peu bourguignon. Je ne sais pas, comment vous voyez les choses? Ouais, c'est sûr que j'ai fait une partie de mes études à Dijon. J'ai travaillé, comme vous l'avez dit, chez Méo. Et ça m'a donné une nouvelle vision du pinot noir parce que c'est vrai qu'en Alsace, du moins chez mes parents, mon père n'a pas eu la chance, comme moi, de bourlinguer, d'apprendre ailleurs. Et finalement, vendange après vendange, il essayait de progresser, mais c'était vraiment par tâtonnement. Et moi, ce stage, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est dans les grands domaines qu'on apprend le plus, hein, il ne faut pas se le cacher. Et c'est définitivement le vin qui a le plus changé dans la façon de faire, dans le résultat aussi, au domaine. Ouais, ça, j'appuie. Moi, j'adore les pinots noirs de Mélanie. Franchement, ils font partie des très grands pinots de la région. Ça, c'est vraiment à goûter absolument. Ces pinots noirs sont vraiment, vraiment, vraiment très, très bons. On vous croit, Caroline, parce à en voir vos yeux qui brillent quand vous parlez de ces pinots noirs, bon, ça nous donne envie, on y croit. Jean Poussin demande combien il y a de cuvées chez vous, Mélanie? Plus d'une dizaine? Ah oui, régulièrement, enfin, millésime après millésime, je pense que je fais bien une quinzaine de cuvées différentes. Avec des volumes évidemment très, très variables, parce que c'est vrai qu'on a certaines petites parcelles. On essaye d'isoler, de vinifier quasiment toutes les parcelles, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une batterie d'une soixantaine de cuves qui me permet de faire ça. Certaines parcelles, je les réassemble quand on est dans un lieu dit commun, mais d'autres petites parcelles méritent leur vin, et voilà. Oui, c'est ça, parce que vous avez sur 10 hectares, vous faites beaucoup de micro-parcelles, etc. Donc ensuite, Typiquement alsacien, une quarantaine de parcelles. à dorloter avec amour, et chacun a sa Oui, spécificité. Ouais. Ok. tout à fait. Alors, encore une question de Jean Poussin, Monsieur Poussin, qui demande le réchauffement est-il un avantage pour le pinot noir? Bon, alors, pinot noir, on sait qu'il aime plutôt les climats enfin, plutôt nordiques. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Peut-être Caroline, si vous voulez, vous qui avez une vision aussi, peut-être. Oui, moi je pense qu'il y a deux choses, effectivement, peut-être les maturités, peut-être d'une part liées au réchauffement, mais il y a aussi eu beaucoup de progrès dans la technique. Comme le disait Mélanie, on est vraiment un très bon exemple. C'est que les vignerons sont beaucoup plus ouverts. Cette génération qui est arrivée il y a 10-15 ans dans les domaines, et ils ont apporté beaucoup plus de précision. Il faut savoir que moi, pour mes parents, le pinot noir, c'est toujours encore dans leur esprit le vin qu'on met au frigo. Et le pinot noir, c'est comme un rosé, c'est un rouge léger, mais qui se voit hyper frais, presque frappé. Enfin, et je n'arriverai pas à leur changer cette habitude, tout comme ils disent toujours toquet et pas pinot gris. Il y a des traditions dans les régions qui ne s'enlèvent pas comme ça en 10 ans. Donc, par contre, les amateurs de vin, eux, ont bien remarqué et ont bien acté le changement, heureusement, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de faites, notamment sur les sélections massales. Tout d'abord, hein, il faut en parler dans les vignes. Il y Est-ce a que eu vous des, pouvez expliquer, Caroline, un petit peu les sélections massales, etc. Enfin, Alors, les sélections massales, c'est-à-dire que pour schématiser, c'est des variétés de pinots qui sont prises directement en Bourgogne. Je pense notamment à Christian Bélière sur ces jolis pinots qui viennent de la Côte d'Or, qui sont très bien sélectionnés dans le Pot des Épinaux à Pomard.
Et donc, déjà, d'avoir un matériel végétal qui permette d'avoir ensuite une bonne adaptation par rapport au sol que vous avez, par rapport au rendement et par rapport à tout ça, c'est déjà un premier pas qui n'était pas du tout le cas avant. Il y a aussi beaucoup de soins qui est apporté lors de l'élevage. Ça, on a eu une période d'excès en Alsace où on a voulu montrer que justement le pinot noir n'était pas un vin rosé léger. Et donc, il y a eu pendant quelques années, je situerais ça dans les années 2000, donc il y a une vingtaine d'années. C'est comme moi, j'ai commencé, j'ai passé mon diplôme de sommelier il y a 20 ans, donc c'était à peu près cette époque-là, où je retrouvais beaucoup des pinots noirs très extraits. On mangeait assez tard, on voulait montrer que c'était des vins rouges, très structurés, avec des boisés vraiment très, très marqués, très appuyés. Donc là, on est passé d'un extrême à l'autre. Et depuis, je pense que voilà, il y a eu des personnes qui ont pu aller voir ce qu'ils faisaient ailleurs. Mélanie, vraiment, c'est l'exemple parfait pour arriver. Ça ne se fait pas comme ça en 2 ans. Hein. C'est un travail, je ne sais pas combien, entre 5 et 10 ans, je pense, Mélanie, le temps de trouver. Ouais, c'est sûr il faut connaître nos parcelles, il faut savoir quel type d'élevage lui convient bien, etc. Et c'est vrai que ça met quelques années à se faire. Dans le claquement de doigts, c'est pas aisé. Après, chez nous, rien que mon père, au niveau de la culture de la vigne, justement, avait compris toutes ces petites choses que Caroline, tu viens d'expliquer. Et nous, la grosse différence s'est faite sur la technique. La première année, on a divisé la parcelle en deux. Mon père a fait sa cuve, moi j'ai fait ma cuve, et c'est vrai que c'était foncièrement différent. C'est en essayant comme ça qu'on voit Ouais, bien hein. la différence. Voilà, on est assez rationnel quand même dans la famille. Donc, Justement, à une question un petit peu plus, toujours vigne, il y a Thierry qui nous demande est-ce qu'il y a des parcelles en franc de pied en Alsace? On ne retrouve pas partout, c'est souvent sur des terres un peu plus sableuses, etc. Pas forcément, finalement, où on n'a pas. je pense très peu. Hmm. Je pense très peu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais on utilise des porte-greffes, voilà. Donc, si on en avait parlé déjà dans certains webinars, donc vous pouvez aller regarder des informations sur les francs de pied, notamment dans le webinar de Loïc Pasquet. Alors, une autre question encore, mais ça élève beaucoup de questions, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a une limite en sucre résiduel dans les grands crus? Le Riesling, alors après, il y aura les mentions, etc. Mais est-ce qu'il y a une limite? Ah, mais c'est hyper intéressant parce que tout ça, c'est des choses qui vont venir. Alors, que ce soit le pinot noir, la limite sur la sucrosité des Riesling devrait arriver prochainement aussi. D'accord, donc c'est en discussion Exactement. entre vignerons alsaciens. Oui, et puis au niveau, ça va même aller assez rapidement au niveau du NAO, donc pour changer le cahier des charges. Ouais. Très bien. Et alors, ça suscite toujours des commentaires, l'Alsace, de par, on a vu quelques commentaires sur la prononciation. C'est vrai que, bon, bah, parfois, c'est un petit peu compliqué. J'ai demandé hier à Mélanie si je prononçais bien Dallenheim, C'est qui parfait. m'a rassurée. J'ai un accent de bretonne, alors vous savez. Et justement, il voulait savoir, certaines personnes, un petit peu avec tous ces grands crus, quelle est la solution pour différencier un vin des différents sols en Alsace? Parce que c'est vrai que selon le sol, on a vu, il y a différents styles, etc. Bon, il faut goûter. Comment on fait? Oui, il faut définitivement goûter. Euh, c'est sûr qu'il y a un peu de recherche à faire. Si la contre-étiquette ne décrit pas le type de sol ou comme ça, il faut soi-même faire un peu de recherche. Mais je vous dirais que ça, c'est la même question quand vous êtes à Meursault et à Saint-Aubin. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est aussi le type de sol, même si les différences sont évidemment moins grandes que chez nous en Alsace, mais il y a quand même des variations et c'est ce qui fait, ça c'est la notion de climat et c'est la notion de terroir en soi qu'on retrouve partout finalement. Évidemment, derrière les EOP se cache souvent le nom d'un village.
Et ensuite, il n'y a pas la notion de cépage ou de sol, etc. C'est vrai que nous, on met en avant plutôt le lieu, la commune, la parcelle, en France, bien sûr, donc, via nos appellations. Bon, alors on a suscité forcément la... Ça fait partie de la France quand même. Hein. Parce que vous dites en France, on peut aussi l'Alsace aussi. Hein. En Mais France en général. le petit lapsus permet de rebondir justement sur ça, sur cette question d'appartenance, d'histoire, de culture. L'histoire de l'Alsace a été perturbée par des appartenances à deux peuples différents. Il y a eu deux langues différentes. C'est vrai qu'entre la France plutôt latine et les Allemands plutôt germains, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on ne peut pas renier cette histoire qui est peut-être parfois un petit peu un frein, comme on peut le dire, dans des prononciations, etc. On a une forme de bouteille différente en Alsace aussi, cette flûte alsacienne qui est tellement belle, tellement élégante, comme ça elle est posée en magnum dans un restaurant, tout le monde en veut. On dit c'est quoi ça, j'en veux, c'est tellement impressionnant, c'est magnifique. Et du coup, moi je pense que vraiment, alors peut-être qu'il peut y avoir des petites traductions possibles pour ceux qui le souhaitent, mais il y a cette appartenance qui, l'Alsace a vraiment une partie de la culture allemande, c'est sûr. Hein. Il y a aussi des Riesling en Moselle, il y en a nulle part ailleurs en France finalement. Il y a ces idées de cépage qu'on ne retrouve pas partout ailleurs dans le reste des autres régions viticoles françaises. Et en même temps, elle fait partie de la France. Donc, elle est un peu toujours entre deux. C'est vrai que l'Allemagne, au niveau du vin, a vraiment la Moselle allemande, elle a mis les bouchées doubles. Le Rhineland, c'est des régions qui aujourd'hui sont en développement, mais en exponentiel. Ils explosent tout. Ils arrivent à valoriser leur vin. C'est vraiment génial. À côté de chez nous, le Jura, c'est une micro-région qui y est arrivée aussi, qui est hyper convoitée et ça cartonne. C'est assez récent, mais voilà, on a des exemples tout autour de nous. Et pourtant, l'Alsace, elle est là encore au milieu et on ne sait pas trop, on a un peu honte d'avoir des noms un peu à consonance germanique. Et puis, on a un peu, bah si, il y a des vignerons qui disent, ouais, bon, on monte à Paris, mais voilà, nos noms de cuvées, bon. Alors, Mélanie, tu as trouvé aussi une bonne solution, tu as raccourci les noms de cuvées, peut-être ça, tu peux en parler, parce que je trouve que c'est important aussi dans l'appréhension des vins d'Alsace, comme c'est une approche différente avec des cépages et plein de des types de sols très, très différents. Peut-être que juste la présentation des vins, ça donnerait plus envie aux gens d'y goûter. Quoi. C'est vrai que moi, j'ai fait... Tu as les anciennes étiquettes et les nouvelles pour qu'on voit un peu la différence que tu as initiée. J'ai pas les anciennes, je les sors plus. Parce que il y a eu un grand pas. Quoi. C'est vraiment, on était dans le côté plus traditionnel alsacien et voilà, là... Là, on a notre cuvée qui s'appelle Berg. Berg, ça veut dire la montagne, et en fait, c'est la contraction de deux. C'est un lieu-dit qui est, enfin, c'est deux lieux-dits qui sont adjacents. Auf dem Berg, sur la montagne, et Silberberg, la montagne d'argent, et donc on l'a appelé Berg. Et c'est vrai qu'on a fait ce choix, j'entends qu'il est audacieux, d'abréger certains noms. Alors c'est vrai que par exemple, notre Gewürz s'appelle Lenz. Lenz, Lenz, et ça vient de la parcelle qui s'appelle Lenzerstücker, qui veut dire les parcelles du printemps. Lenz, ça veut dire le printemps en allemand ancien. Mais Lenzerstücker, c'était... à le prononcer, c'est compliqué. À le voir écrit, c'est peut-être encore même plus dur. Donc c'est vrai que j'ai fait ce choix-là qui permet aux gens quand même d'avoir cette identité de lieu, puisque c'est plus le cépage qui est mis en avant, c'est vraiment le nom de la parcelle. Mais c'est un nom qu'on peut retenir et qu'on peut prononcer. Oui. Effectivement, mais d'ailleurs, quand on commence à avoir un petit peu des notions, c'est intéressant. Par exemple, votre grand cru, le grand cru que vous valorisez, Mélanie, s'appelle Engelberg. Voilà, lui, on ne l'a pas abrégé. Lui, on l'a gardé en entier. Aussi. Engelberg, la traduction finalement. La montagne des anges. Voilà, c'est beau. C'est joli. C'est vrai. Et là, sur cette montagne des anges, vous avez plusieurs cépages. Hein. Il y a un peu de Gewürztraminer, là, vous valorisez différemment en fonction. Il y avait un peu de Gewürz qu'on a arraché. Et donc, il reste du Riesling, uniquement.
Voilà. Et c'est vrai que c'est un terroir qui est connu depuis très longtemps, Engelberg, et c'est une notion qui rentrait dans la validation des grands crus à l'époque. Engelberg, c'est un lieu-dit qui est connu depuis le 9e siècle pour être un lieu-dit très favorable à la culture de la vigne, etc. Et qui a été classé grand cru dans les années 80. Petit grand cru à l'échelle alsacienne, puisqu'on n'a même pas 15 hectares. 15 hectares, il y en a peut-être 5-6 qui sont revendiqués tous les ans. Donc, peu de bouteilles d'Engelberg sur le marché parce qu'on est 5-6 producteurs à en faire. Mais avec des vins qui ont beaucoup de caractère, des vins qui ont beaucoup d'amplitude. C'est des vins qui se révèlent pour le coup là vraiment avec le temps. Et c'est notre fleuron au domaine. Toujours sur cette colline calcaire. Hein. Enfin, sur Tout à fait. Oui. Sur le Schararberg. Le nom de la colline s'appelle Schararberg et l'Engelberg, c'est la face sud. Très bien. Et Mélanie, bon, il y a une question un petit peu plus packaging, mais pourquoi les bouchons en verre au domaine? Ah ben, il n'y en a plus. Ah ouais, vous arrêtez. Ah bon, alors pourquoi il n'y en a plus? C'est intéressant alors. Non, mais il y en avait, mais il n'y en a plus, je vais vous expliquer pourquoi. Et il y en a eu parce que on essaie de faire des vins très purs, très cristallins. Et le bouchon, ça pouvait être source de petites déviations. Alors, quand on a un goût de bouchon évident, pas de souci, ben on le sent, on sait que c'est lié à ça. Le problème avec des goûts de bouchon légers, c'est que moi, j'aurais pu faire la différence entre mon vin classique et cette bouteille qui est pas parfaite. Mais un consommateur qui ne connaît pas mon vin à la base, lui se dira simplement que le vin n'est pas super, tout simplement. Donc, on avait fait ce choix d'utiliser des bouchons en verre parce que ces bouchons en verre, vous savez que vous n'avez pas de goût de bouchon. Techniquement, on était très content du résultat. On a quand même fait ça pendant 10 ans. 10 ans, ouais. Et techniquement, c'était très bien, il n'y avait rien à redire. Le seul inconvénient, c'était la mise en œuvre technique, parce que ce sont des bouteilles avec un col particulier. Ça me faisait, moi, mes mises en bouteille, je procède avec un prestataire de service. Là, je faisais venir un deuxième prestataire de service. Tout était plus compliqué. Et j'ai fait le choix d'arrêter les bouchons en verre quand une nouvelle technique est arrivée au niveau du liège, une technologie qui s'appelle NDTech et qui garantit, et qui, en tout cas, tous les bouchons sont testés et le niveau de TCA est plus faible que le seuil de perception. TCA, vous pouvez expliquer pour... Les tri- et tétrachloranisol, donc les molécules qui sont responsables du goût de bouchon. Voilà, tout à fait. On comprend mieux, merci. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a la qualité, on comprend, etc. Mais bon, en pratique, ça reste un métier très manuel, etc. Donc forcément, il faut pouvoir... Il faut s'adapter. S'adapter, c'est ouais. toujours c'est des compromis, essayer de trouver les meilleurs compromis par rapport à nos objectifs. Ouais, exactement. Alors, avant de conclure cette page sur l'Alsace, on a parlé justement des grands crus donc en pinot noir, peut-être la réduction des sucres sur les grands crus également. Est-ce qu'il y a des nouveautés en Alsace sur les prochaines appellations, les cépages est-ce que vous avez des informations pour nous à soi de connaissance? Il y a dans les tuyaux l'obligation de stipuler le niveau de sucrosité du vin. Oui. Donc, on sera obligé d'écrire vin sec, vin demi-sec, vin moelleux, vin doux. Chose que moi, perso, je fais déjà depuis un certain temps. Et là, c'est à partir de quel millésime? Normalement, 2021. Ok, d'accord. Et ça, comment c'est venu en place? C'était une volonté des vignerons, comment ça s'est fait? Comment ça s'est mis en place? C'est un vieux serpent de mer. On l'attendait depuis très longtemps, on va dire. Parce que... depuis longtemps, ça. Exactement. C'est parce qu'on sait très bien que
c'est un élément qui a fait défaut au vin d'Alsace. Et si certains consommateurs se sont un peu écartés des vins d'Alsace, c'était en partie lié à ça parce que ils prenaient un pinot gris un jour, c'était sec, le lendemain un autre pinot gris, sucré. Et sans indication aucune sur la bouteille, c'est évident que c'est difficile de choisir. Et là, cette échelle européenne qui sera appliquée, elle n'est pas parfaite, mais c'est vraiment quand même un gros plus parce que ça suit des normes analytiques. C'est une question d'équilibre entre le sucre et l'acidité, et ça permet déjà de cadrer vraiment relativement correctement les vins. D'ailleurs, pour donner une ordre d'idée aux gens qui achèteront des bouteilles de vin alsacien, il y a une question sur sec, ce sera quel niveau de sucre résiduel? À quel moment, on va dire, ils vont sentir le sucre dans le vin? Sec, techniquement, c'est en dessous de 4 grammes par litre. C'est les normes qui sont appliquées partout en France. Quand vous avez un vin de Bourgogne, un vin du Jura, ça doit être sec. Et après, la norme autorise jusqu'à 9 grammes par litre, mais si l'acidité est de 7. Et une acidité de 7, il faut déjà être dans les Riesling. Donc là, c'est acidité en acide tartrique. Donc là, ça devient un peu technique, mais il faut l'acidité exprimée en acide tartrique plus 2 égale 9 max. Voilà. Très bien. Vous verrez donc entre 4 et 9 pour avoir toujours des vins qui n'ont pas cette notion de sucrosité, surtout sur les Riesling. Entre 0 et 9, quoi. Voilà. Tout à fait. Ok. Avant de terminer, moi, je voulais vous dire que j'étais très contente de faire cette webinar avec vous, les filles. Et d'ailleurs, j'aurais voulu parler des divines en Alsace, parce que vous avez quand même créé cette association, Mélanie, en 2011, il me semble. Oui, ouais, l'association, en fait, c'est 10 ans cette année. Et on a créé cette association avec Sylvie Spielmann, une autre figure du vignoble alsacien, avec Aude Olive aussi, qui est toujours la secrétaire hyper dynamique de notre association. Et puis maintenant, Véronique Muret, la présidente actuelle, continue sur la lancée avec un groupe dynamique, une 60aine de femmes. Caroline en fait partie aussi. Et des femmes qui travaillent dans la filière du vin. Alors, vigneronnes, femmes de vignerons aussi, des femmes qui travaillent comme œnologues dans des laboratoires, qui sont dans le marketing du vin. Et c'est une association qui, à l'époque, il y a 10 ans, justement, a été créée en partie aussi pour, outre le fait de créer un réseau régional entre nous toutes, avait aussi pour vocation de montrer les vins d'Alsace sous un angle un peu nouveau et de dérider un peu le folklore alsacien. Oui, c'est ce que vous disiez. Et puis, ça permettait aussi d'unir vos envies, vos voix, vos visions. Notamment, je trouvais intéressant de réunir les femmes de vignerons, comme on dit, parce qu'elles travaillent évidemment, elles, au chai, dans les vignes, etc. aussi, donc, où ont une vision tous les jours. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place un peu là ensemble avec les divines ces derniers temps? Ces derniers temps, période Covid, compliqué. Mais là, pour le coup, on relance nos spectacles estivaux de fin juin à début juillet. On reçoit une troupe locale, une troupe de comédiennes. Qui fait un spectacle qui s'appelle Heure d'été, et 7 caves reçoivent ce spectacle. Donc moi, je serai par exemple le 26 juin et on se retrouve à plusieurs divines pour animer la soirée autour de dégustations pendant les entr'actes, etc. Et donc moi, par exemple, je serai le 26 juin à Wettolsheim avec mes amies Céline Stenz qui nous reçoit et Céline Metz. De Blinschwiller, et on fera goûter nos vins. Et cet esprit collectif, on a voulu le montrer très tôt avec notre association. Voilà, montrer que même si on est dans des structures différentes, avant on parlait des négoces, des caves coopératives, dans notre association, on est de toutes les familles professionnelles, on arrive à s'entendre, mais pour montrer cette diversité, cette richesse des vins d'Alsace. Caroline, un mot sur les divines, comment vous voyez ça? Parce que c'est vrai que vous êtes sommelière qui a rejoint le groupe. J'imagine que vous avez une belle vision et vous connaissez les vins de nombre de vigneronnes alsaciennes.
Qu'est-ce que ça… Oui, et ben après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans chaque région viticole est née une association féminine. Hein. Maintenant, il y en a partout et je crois que tu les rencontres aussi. En fait, quand tu étais présidente, tu les as rencontrées aussi au niveau national. Donc, c'est assez sympa. Moi, ce que j'aime bien dans ce style d'association, parce que j'aime pas il n'y a pas du tout ce côté féministe, voilà, revendiquer les femmes, etc. Mais c'est juste histoire d'avoir des événements à la fois professionnels, mais à la fois avec quelque chose de différent, quoi. Il peut y avoir un côté artistique, il peut y avoir un côté plus ludique. Il y avait des choses très intéressantes aussi avec des géologues qui ont été entrepris. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette imagination, cette émulation dans les rencontres qui est à chaque fois différente. Et ce qui fait qu'on n'a pas toujours le même cadre très classique et un rituel toujours identique. Et voilà, on a toujours des choses très sympas et toujours conviviales. Et en fait, le vin, c'est ça, quoi. C'est d'avoir de la convivialité, de pouvoir découvrir des vins de domaine. Et… C'est ça. D'ailleurs, justement, on nous parle là de vinifilles dans le Languedoc. Bon, après, il y en a voilà, partout. Hein. C'est vrai que dans chaque région… Oui, et puis c'est vrai que ces 10 associations, en fait, on se rencontre et j'ai cédé ma casquette de présidente pour prendre celle de l'association nationale, justement, de femmes de vin depuis 3 ans. Et les Vinifilles, c'est un groupe hyper dynamique dans le Languedoc. Vous avez les femmes vigneronnes dans le Rhône, les Éléonores de Provence, les Dames de Cœur de Loire. Et c'est vrai qu'on essaye de se rencontrer normalement une fois par an en région, les 10 associations. Là, ça fait 2 ans qu'évidemment, on a dû remettre cette assemblée générale à plus tard, mais on apprend toutes des unes des autres. Et là aussi, ces échanges sont hyper intéressants parce que il peut s'agir d'échanges techniques, d'échanges euh, professionnels, de business, etc. Mais ce n'est pas du tout l'objet principal de nos rencontres. Mais en tout cas, on apprend toujours, on déguste d'autres vins et ça nous fait progresser tout simplement. Voilà, on s'élève les uns les autres. Merci beaucoup, mesdames. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup à Caroline, merci beaucoup à Mélanie. Je pense que c'était riche. On a appris plein de belles choses aujourd'hui et ça m'a donné très envie de venir vous voir en Alsace. Il y a juste une petite, You're welcome. Une dernière petite chose dans les nouvelles choses ou les nouvelles pratiques. Oui. Je voulais juste rajouter les vins de macération aussi qui sont aujourd'hui assez répandus en Alsace. Donc, n'hésitez pas aussi à essayer de découvrir quelques vins de macération qui ont le vent en poupe et qu'on voit pas mal en Alsace aussi dans les petites nouveautés. C'est la question précédente. Mais, bon. C'est vrai, magnifique. En tout cas, merci d'avoir mis l'Alsace en avant. Comme ça, c'était vraiment très, très, très convivial avec toutes ces questions en plus. Et en plus, vous avez vu que ça bouge. Il y a pas mal des grands crus en pinot noir. Les échelles de sucre, ça va bouger. Au cœur de l'actualité. Voilà. Et oui. Eh ben, merci beaucoup encore. Et puis, merci Justine. Ce ne sera pas le dernier webinaire sur l'Alsace, ça c'est certain. On espère bien. À très vite. Merci à tous, aux participants. Et puis, à très bientôt.